Bonjour, cette petite capsule s'adresse à la classe de 3e 2, unité 10 d'histoire, séance 3, vers un monde multipolaire au début du XXIe siècle. Tu sais maintenant qu'à l'issue de la guerre froide, vers 1990, les États-Unis semblaient pouvoir dominer le monde. 20 ans plus tard, l'hégémonie de la première puissance du monde est moins évidente. Confrontés depuis 2001 au terrorisme, les États-Unis doivent également tenir compte de l'émergence de nouvelles puissances dans le monde. C'est ce que tu vas étudier plus précisément dans cette nouvelle séance. Conséquence des attentats du 11 septembre 2001, un engagement renforcé des États-Unis au Orient, la réaction des États-Unis aux attentats du 11 septembre. Le 11 septembre 2001, les ennemis de la liberté ont commis un acte de guerre contre notre pays. Le but d'Al-Qaïda est d'imposer ses convictions extrémistes partout dans le monde. On compte des milliers de ces terroristes dans une soixantaine de pays, notamment en Afghanistan. Notre guerre contre la terreur ne se terminera que lorsque chaque groupe terroriste capable de frapper à l'échelle mondiale aura été repéré, arrêté et vaincu. Chaque pays, dans chaque région, doit maintenant prendre une décision. Ou bien vous êtes avec nous, ou bien vous êtes avec les terroristes. À partir de maintenant, tout pays qui continue d'abriter ou de soutenir le terrorisme sera considéré par les États-Unis comme un pays hostile. C'est la lutte de ceux qui croient au progrès, à la tolérance et à la liberté. Extrait du discours de George W. Bush, président des États-Unis d'Amérique de 2001 à 2009, 20 septembre 2001. Donc c'est le fils de l'ancien président qui a fait la première guerre en Irak. Donc l'auteur de ce discours, c'est George W. Bush, président des États-Unis de 2001 à 2009. Et il nomme ceux qui ont attaqué les États-Unis les ennemis de la liberté. Et il accuse d'accueillir les terroristes, c'est l'Afghanistan. Il divise le monde en deux camps. Le camp du bien, nous, le camp du mal, les terroristes. Alors le but recherché par Al-Qaïda, c'est d'imposer ses convictions extrémistes partout dans le monde, le règne de la religion musulmane. En vert, le nombre de pays qui abriteraient les terroristes, une soixantaine. Le but qui entraînera la fin de l'engagement des États-Unis. Notre guerre contre la terreur ne se terminera que lorsque chaque groupe terroriste capable de frapper à l'échelle mondiale aura été repéré, arrêté et vaincu. Un pays hostile, pour lui, c'est tout pays qui continue d'abriter ou de soutenir le terrorisme. Et les valeurs qu'il veut défendre, c'est le progrès, la tolérance et la liberté. Une carte de l'intervention au Moyen-Orient. Donc les pays qui sont concernés sont en bleu, avec des conflits. Vous voyez qu'il y en a dans d'autres régions, notamment au Caucase, Israël avec le Liban. C'est une zone de tension majeure et deux pays qui touchent et qui sont très dangereux par rapport à l'arme nucléaire, bien sûr la Russie, la Chine, mais surtout le Pakistan et l'Inde. Ces deux pays qui sont très souvent en guerre. Bien sûr, le pétrole, vous voyez qu'il est très présent dans la zone, c'est pour ça que c'est une zone de tension. Et l'État voyou qui est l'Iran, qui essaye d'avoir l'arme nucléaire et des bases américaines. Il y en a quelques-unes au Pakistan, en Géorgie, Turquie, Chypre et bien sûr dans le sultanat d'Oman. Donc on entoure nos ennemis. C'est la conception des Américains. Alors, quelle est la zone de conflit au Moyen-Orient? En Russie, Israël, Liban, la frontière turco-irakienne, l'Irak et l'Afghanistan. D'après le document, les États qui possèdent l'arme nucléaire sont la Russie, le Pakistan, l'Inde, la Chine et Israël, et qu'Israël ne l'est pas reconnu officiellement. La principale ressource naturelle stratégique est le pétrole. L'État voyou, l'Iran. Et quels sont les pays concernés par une intervention américaine? L'Irak et l'Iran. Et dans la région, les Américains disposent de 20 bases militaires. Des interventions longues et coûteuses au Moyen-Orient. Grand B, la persistance des tensions au Moyen-Orient après les interventions militaires. Les interventions militaires des États-Unis ne sont pas terminées en 2020. Il y a encore des soldats en Irak et surtout en Afghanistan, qui est évacué le 21 août 2021.
Cette photographie de 2005 montre une protestation de pacifistes américains qui dénoncent la mort de 2000 soldats en Irak. Entre 2001 et 2012, environ 4500 militaires américains ont été tués en Irak et environ 2000 en Afghanistan. La France a refusé d'intervenir en Irak, mais l'armée française se battait encore en 2012 en Afghanistan. 88 militaires français y avaient été tués depuis 2001. Ces conflits ont également fait de nombreuses victimes civiles dans ces pays. Et là, on parle de centaines de milliers de morts. C'est ce qu'on appelle des guerres dissymétriques avec un protagoniste très puissant, hyper mécanisé, et puis après, en face à des populations qui sont beaucoup moins armées. C'est souvent des guérillas, des postes de bombes, et entre les deux, il y a des civils qui trinquent. Ce qui explique ces bilans si lourds pour les populations civiles. Alors le motif de la manifestation, c'est de protester de manière pacifique pour dénoncer la mort de 2000 soldats de l'armée américaine en Irak. Alors, le total de soldats tués entre 2001 et 2012, c'est 6500 morts. La France n'est pas intervenue en Irak, aux grandes dames des Américains. Alors le pays dans lequel interviennent encore en 2012, c'est l'Irak et l'Afghanistan, donc qui ont été évacués tous les deux. En vert, le nombre d'Américains tués en Irak, 4500, et en Afghanistan, 2000. La France intervient dans l'Afghanistan en 2012 pour 88 militaires tués. La mort du terroriste Ben Laden n'apaise pas les tensions. Responsable des attentats du 11 septembre 2001, le terroriste Ben Laden a été retrouvé au Pakistan et tué en 2011 par les forces spéciales des États-Unis. La photographie ci-dessus montre des islamistes pakistanais en colère après sa mort. Ils brûlent le drapeau des États-Unis. Quel symbole des États-Unis est pris pour cible? Le drapeau américain. Cette scène se déroule au Pakistan. Alors, est-ce qu'il est vivant toujours Oussama Ben Laden? Non, il a été tué et son cadavre est jeté dans la mer. Il a été tué en 2011, donc le Moyen-Orient reste une zone de forte tension. Vers un monde multipolaire, la montée de nouvelles puissances dans le monde actuel. Quels seront les grands acteurs du XXIe siècle? Une banque américaine a identifié 4 pays, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine. Plus tard, on y rajoute l'Afrique du Sud. L'abréviation BRICS désigne alors les grandes puissances commerciales de demain, mais peut-être aussi une nouvelle réalité géopolitique. La richesse de ces pays représente la moitié de celle de l'Union européenne. Ils regroupent près de la moitié de la population mondiale. Sur les 5 nouvelles puissances qui s'affirment, dans l'ordre de l'acronyme BRICS en vert, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine et South Africa, Afrique du Sud. Leurs 2 points forts, c'est quand même la population, la moitié de la population mondiale, et au niveau des richesses, elle représente la moitié de celle de l'Union européenne, qui est la première puissance économique au monde. Le programme spatial chinois, un pays émergent, revendique symboliquement le statut de grande puissance. Et les astronautes chinois, on appelle ça des sinonautes. Et le monde vu de Chine, une autre façon de voir la planète. Vous remarquerez donc ce planisphère qui est différent de celui que vous avez l'habitude de voir. Donc, on va placer au milieu la Chine. Si vous regardez un planisphère américain, le planisphère américain, le continent américain dans son ensemble est placé au milieu et ensuite on coupe à peu près à ce niveau. Ça va être à la droite des États-Unis, à la gauche, pardon, et cette partie du monde se retrouve là. Et bon, vous connaissez nos planisphères où c'est l'Europe qui est centrée. Quel est le pays cité? C'est la Chine. Dans quel domaine s'affirme-t-il? Dans le domaine spatial, en lançant ses propres satellites. Quel est donc sur le map monde le pays mis en valeur? C'est la Chine. Et en quoi ce planisphère est-il différent? Il est centré sur la Chine, notamment sur l'Asie et notamment sur la Chine. Le fait de pouvoir marcher sur le planisphère peut renforcer le sentiment
de dominer le monde. N'oubliez pas que les Chinois sont très très sensibles sur cette question. C'est une des plus anciennes civilisations du monde qui a inventé un système d'écriture et qui a été profondément humiliée tout le long du XIXe siècle par les Européens en particulier, mais aussi les Américains. Donc ils ont redressé le cap, ils ont bien progressé, rattrapé leur retard technologique, tout ça, faut pas se leurrer, en copiant tous nos secrets. Et ils entendent maintenant prendre leur revanche et dominer à leur tour le monde. Mais les Américains ne veulent pas se faire. Donc, gros risque de danger et de guerre d'ici quelques décennies. 20 ans après la guerre froide, un monde multipolaire. En rouge, les grandes puissances traditionnelles, économiques et ou militaires. Le Japon, États-Unis et l'Union européenne. Des puissances régionales, l'Australie, le Mexique, le Nigeria, l'Égypte, Arabie Saoudite, Iran, Turquie. Et après, les puissances émergentes, les fameux BRICS que vous avez en orangé. Et toujours ce grand foyer de tension au Moyen-Orient. Alors, par rapport à la vision de cette carte, le foyer de tension est juste pile au centre de la carte. C'est une projection par le pôle Nord. Et est totalement absent de cette projection le pôle Sud, le continent antarctique. Alors, les grandes puissances traditionnelles, vous avez vu États-Unis, Europe et Japon. Les puissances émergentes, c'est pareil, Brésil, Russie, Afrique du Sud, Chine et Inde. Et les puissances régionales, c'est le reste, Mexique, Égypte, Nigeria, Turquie, Iran, Arabie Saoudite et l'Australie. Après les couleurs, c'est par rapport au continent. En jaune, le continent américain. En vert, l'Europe, dont la Russie, je l'ai mis à cheval entre l'Europe et l'Asie, bien que le corrigé ne le considère que qu'en Europe. En bleu, l'Afrique. En rose, l'Asie. Et en orangé, l'Océanie. Donc, d'après le tableau, les continents qui ne possèdent pas de grandes puissances traditionnelles sont l'Afrique et l'Océanie. La petite trace écrite. Vers un monde multipolaire du XXIe siècle, le monde est de plus en plus complexe depuis la fin du XXIe siècle. Il semble s'organiser autour de plusieurs grandes puissances, notamment de l'Union européenne et des BRICS. On parle alors de monde multipolaire. Si des puissances émergentes comme la Chine s'affirment de plus en plus sur la scène internationale, tant sur le plan politique, économique, technologique que militaire, les États-Unis restent néanmoins la première puissance du monde. Quoi qu'il en soit, des foyers de tension persistent, notamment au Moyen-Orient. Ils sont liés aux interventions militaires occidentales et donnent le sentiment d'un monde encore très instable. Ce sentiment encore renforcé avec la guerre qui est réapparue en Europe, avec l'invasion russe en Ukraine, et le fait que là aussi, plutôt les alliés des États-Unis vont soutenir les Ukrainiens, mais nombre de pays, tant en Afrique qu'en Asie, soutiennent les Russes. Voilà. Déjà par rejet de la puissance occidentale et de la civilisation occidentale. Merci de votre écoute.